Jouez gagnant avec Stéphane Talbot vous est présenté par Top Flight, fabricant des bâtons Top Flight Tour et des balles Magna, SD et Zibalata. En collaboration avec le Réseau des sports. Jouez gagnant avec Stéphane Talbot. Stéphane Talbot est âgé de 28 ans, golfeur professionnel depuis une dizaine d'années. Il a petit à petit gravi les échelons pour devenir l'un des meilleurs golfeurs au Québec. Le nom de Talbot est reconnu et respecté partout au pays. Il est synonyme de caractère, de détermination et de ténacité. C'est en 88, à l'âge de 21 ans, qu'il a mérité sa première victoire professionnelle lors d'un tournoi disputé à Sherbrooke. Par la suite, le talentueux golfeur a ajouté plusieurs victoires à son palmarès. Les titres de champion du Nord de l'Ontario à 2 reprises, champion des pros du Québec et vainqueur à l'Omnium de Moncton en 1992. Il sera d'ailleurs honoré en 92 et en 93 comme golfeur de l'année au Québec. La saison 94 restera longtemps gravée dans la mémoire de Stéphane Talbot pour plusieurs raisons, mais surtout pour sa spectaculaire victoire lors de l'Omnium du Québec présenté sur les allées du club de Dorval. Talbot en a impressionné plusieurs par sa témérité et son désir de vaincre face à un contingent de golfeurs de haut niveau. Et Stéphane Talbot n'a pas encore atteint son apogée. Nul doute qu'il n'a pas fini de faire parler de lui. Quelle sensation! Frapper une balle solidement sans aucun effort. On a tous vécu ça un jour ou l'autre. Pour répéter mon mouvement, je m'appuie sur des bases, des principes clairs et précis. C'est ce que je vous dévoile dans cette vidéocassette. Mon approche très simple m'a permis de remporter plusieurs tournois sans toutefois posséder un élan parfait. J'ai compris avec l'expérience de la compétition qu'il était préférable d'améliorer la qualité de mes mauvais coups plutôt que d'essayer d'être parfait. Laissez-moi m'expliquer. La différence entre un joueur de moyen calibre et un joueur de fort calibre, c'est la qualité de ses coups ratés. Le coup parfait n'existe pas, alors il est préférable de travailler sur un élan qui vous apportera régularité et ainsi abaissera vos pointages. Avec tous les trucs inclus dans cette vidéocassette, je suis convaincu que vous y parviendrez et que votre approche du golf sera maintenant la bonne. Alors si vous êtes prêts, allons travailler. La fameuse prise. Tout bon golfeur qui veut s'améliorer doit commencer par une bonne prise. Vous savez, lorsqu'on débute, c'est pas tout à fait naturel de prendre le bâton de la bonne façon, mais ce qu'on veut faire avec une bonne prise, c'est tout simplement d'amener les 2 poignets bien droits pour qu'à l'impact, ils reviennent droits et que la face de bâton soit bien alignée. Alors pour moi, droitier, je commence avec la main gauche sur le bâton. J'aligne le poignet gauche bien droit avec la face du bâton. Très important que les 2 soient bien alignés parce que c'est ça qui revient bien droit à l'impact. On prend le bâton dans la main gauche à partir du bas de l'index dans le creux de la main ici. C'est bien important de la façon dont le bâton est tenu parce que c'est les 3 derniers doigts de la main gauche qui retiennent le bâton très fermement pendant tout l'élan.
Le pouce de la main gauche est légèrement sur le côté. On vient placer la main droite. C'est là qu'on a beaucoup de difficulté à prendre le bâton parce qu'en étant droitier, on veut frapper avec le côté droit. Ma main droite, à ce moment-là, est toujours... Les gens déposent toujours le bâton dans la main alors qu'il doit être tenu dans les doigts. Regardez bien ce que je fais. Je le prends légèrement dans le bout des doigts et je suis capable de venir recouvrir le pouce de la main gauche de cette façon-là. À ce moment-là, j'ai l'impression que je ne le tiens pas très solidement dans la main droite, mais comme j'ai dit, c'est la main gauche qui doit travailler pendant tout l'élan de golf, alors c'est pas important. Tenez-le dans le bout des doigts, couvrez bien la main gauche et à ce moment-là, vous avez une grippe où les mains travaillent ensemble et non une contre l'autre. Et c'est possible à ce moment-là de faire un bel élan et de ramener la face de bâton bien droite à l'impact. On retrouve deux styles de prise, la prise chevauchée et la prise entrecroisée. Personnellement, j'utilise celle où j'entrecroise le petit doigt de ma main droite avec l'index de ma main gauche. L'important, c'est d'être à l'aise, alors utilisez celle que vous préférez. En vérifiant le nombre de jointures que vous voyez, vous pouvez ainsi vous ajuster et obtenir la prise idéale pour avoir du succès. Vous devez voir les deux premières jointures de chaque main, pas plus et pas moins. L'adresse de la balle débute toujours par l'alignement des deux pieds sur une même ligne, parallèle à la ligne de cible. Mon pied gauche est placé à 90 degrés de cette ligne et mon pied droit légèrement tourné vers la cible. Pour m'assurer d'être bien placé, je dépose souvent des bâtons au sol de cette façon lors de mes entraînements. Afin de générer beaucoup de puissance, je me dois d'effectuer un bon transfert de poids. C'est pour ça que je dois écarter les pieds égales à la largeur des épaules pour que mon centre de gravité demeure toujours à l'intérieur de mes deux pieds pendant tout mon mouvement. On entend souvent dire qu'il faut fléchir les genoux en ayant l'impression de s'asseoir pour prendre une bonne position. C'est plutôt la position du haut de mon corps qui est importante. Les genoux sont légèrement fléchis, le haut du corps penché vers l'avant, le dos bien droit et la tête bien relevée. Les genoux, les hanches et les épaules doivent tous être alignés parallèlement avec la ligne de cible et non directement vers la cible. À partir de cette position, vous devez laisser tomber les bras tout à fait naturellement pour prendre le bâton. Il ne faut pas oublier que pour moi, droitier, le bâton est l'extension de mon bras gauche. Lorsque votre bâton est par terre, le haut du bâton doit pointer l'intérieur de votre cuisse gauche plutôt que le centre de votre corps. Vous devez respecter ce principe, quel que soit le bâton utilisé. Peu importe si la balle est au milieu de vos pieds ou bien à l'avant, le bâton doit toujours former une ligne bien droite avec votre bras avant. Le bâton doit se retrouver à une distance égale à une main de la cuisse, distance normale pour tous vos bâtons. Il ne reste plus qu'à bien lever la tête afin que vous puissiez bien amorcer votre élan arrière. Voilà une bonne position qui facilitera l'exécution de votre élan. Je crois sincèrement que l'élan arrière, c'est une des parties les plus importantes de l'élan de golf. Vous savez, la descente est toujours une réaction de la montée arrière. Alors, il faut prendre absolument le temps d'aller bien se placer et ça détermine le tempo de tout l'élan. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est d'amorcer le mouvement avec les mains, parce que cela limite beaucoup la rotation des épaules. J'essaie plutôt de débuter mon élan en tournant mon épaule gauche. J'ai donc l'impression que mes mains ne sont pas utilisées jusqu'à la hauteur de ma taille. Rendu à cet endroit, sans que j'aie provoqué de transfert de poids, mon poids se retrouve quand même à l'intérieur de mon pied droit. À la hauteur de la taille, le bâton se retrouve parallèle au sol, et c'est à partir de ce moment que graduellement je laisse casser mes poignets, tout en continuant la rotation de mes épaules.
Mon transfert de poids est complété, ma hanche droite a bien tourné vers l'arrière, sans aucun déplacement latéral. Sur l'image de droite, remarquez l'angle du haut de mon corps. C'est ce qui me permet d'aller bien m'appuyer sur ma jambe droite pour effectuer un transfert de poids maximum sans aucun déplacement inutile. Sur l'image de gauche, j'ai réussi à bien tourner tout en gardant le haut de mon corps bien penché et en conservant toujours la même flexion au niveau de mon genou droit. À cause de ma bonne prise et d'une rotation complète des épaules, mon bâton au haut de mon élan pointe exactement la cible. En terminant, vous avez sans doute remarqué la position de mon bras gauche. On entend souvent dire qu'il faut absolument avoir le bras tendu dans l'élan arrière. À cause d'un manque de souplesse, c'est physiquement impossible pour moi de le garder en extension. Pour la majorité des joueurs, c'est aussi très difficile. Ne créez pas de tension en vous efforçant de le garder droit. Une légère flexion vous permettra d'être confortable au haut de l'élan, mais assurez-vous de toujours le ramener droit dans la descente. Après avoir bien réussi mon élan arrière, voici ce que j'essaie de faire dans ma descente pour frapper loin et très droit. J'amorce toujours ma descente avec le haut de mon corps et non avec le bas. Je tire le bâton avec ma main gauche en conservant l'angle de 90 degrés entre le bras et le bâton. Cette position, la même qu'au haut de l'élan, doit être tenue le plus longtemps possible afin de frapper loin et droit. Quand ce mouvement est bien exécuté, la tête du bâton se retrouve derrière les mains à la hauteur de la taille. Position si importante pour éliminer toute slice ou si vous préférez une trajectoire de gauche à droite. Votre poids doit en même temps retourner sur le côté gauche pour qu'à l'impact, vous soyez bien appuyé sur votre pied gauche et que très peu de poids soit encore vers l'intérieur du pied droit. Remarquez l'image de gauche. Mon pied droit est déjà basculé, indiquant que mon poids s'est bel et bien déplacé vers la gauche avant l'impact. Après l'impact, l'extension de mes bras est longue vers la cible avant de me relever la tête pour ensuite terminer librement mon mouvement. Vous vous êtes sûrement déjà fait dire de garder le coude collé au corps dans la descente. Dites-vous bien que si vos poignets demeurent cassés, votre coude sera bien placé. N'essayez pas de le coller intentionnellement. En position finale, laissez vos hanches tourner vers la cible et terminez debout avec le poids à 100% sur votre jambe avant. Alors voilà un élan complet, très simple, mais aussi très répétitif. Exécutez-vous toujours en parfait équilibre. C'est définitivement la chose la plus importante. N'oubliez surtout pas que votre descente sera le résultat de votre montée arrière. Alors, si vous cherchez à améliorer votre descente, pensez plutôt à améliorer votre élan arrière. J'ai quelquefois beaucoup de difficultés avec la trajectoire de mes coups. C'est à ce moment-là que je vérifie la position de la balle par rapport à mes pieds. Il existe 4 positions de balle allant du centre jusqu'à l'intérieur de votre pied avant. Les fers plus ouverts sont joués au centre pour qu'à l'impact, les mains reviennent bien en avant de la balle. Avec les fers moyens,
5, 6 et 7, la balle est placée légèrement plus vers l'avant. Les mains sont encore en avant de la balle à l'impact. Avec les fers plus longs, 2, 3, 4, souvent difficiles à frapper, ainsi qu'avec les bois frappés au sol, les mains doivent être vis-à-vis la balle, à l'adresse, et doivent revenir au même endroit à l'impact pour être capable de frapper ces bâtons bien haut. Finalement, avec le bois 1, les mains sont derrière la balle et reviennent à l'impact toujours derrière la balle pour frapper la balle en remontant. C'est souvent à cause d'une mauvaise position de balle que l'on a de la difficulté à frapper son bois 1. Placez toujours des bâtons comme ça pendant vos pratiques. Ça vous aidera à améliorer votre alignement et à retrouver une bonne position de balle. Le bois 1, le fameux bois 1. Vous savez, c'est le bâton que je préfère frapper. C'est très facile de frapper un bois 1 parce que la balle est sur un tee, elle n'est pas par terre. C'est le seul bâton qui, plutôt que d'être frappé en descendant, est frappé en remontant. Alors, c'est pour ça que c'est si facile. Donc, lorsque la balle est placée si basse sur le tee, vous êtes obligé de l'attaquer en descendant comme un fer. Votre bois 1 qui possède entre 9 et 11 degrés d'angle doit absolument être frappé de bas en haut afin d'accentuer cet angle pour pouvoir frapper plus haut, plus loin et aussi plus droit. La seule façon que vous puissiez frapper en remontant, c'est d'avoir la balle bien placée à l'intérieur de votre pied avant, avec le haut du corps derrière la balle et la tête placée au centre des pieds et non vis-à-vis de la balle. Voilà, avec la balle haute sur le tee, la balle bien à gauche par rapport à vos pieds, ça devient très facile de frapper d'excellents coups de départ. Il arrive des situations où je me retrouve très près du drapeau, comme ici. Mais ma balle est venue s'appuyer le long de l'herbe longue. L'utilisation du putter semble la solution la plus logique. Mais parce que la balle est enfouie, le putter nous empêche d'avoir un bon contact avec le centre de la balle. Résultat, le bâton est freiné par l'herbe et la balle est frappée à court. La majorité des professionnels utilisent le wedge de sable. C'est le tranchant du bâton qui doit faire contact avec le haut de la balle, tout en effleurant l'herbe. Mais moi, je préfère utiliser un bois dallé. Pourquoi? Parce qu'il glisse bien à travers le gazon, ce qui permet un contact plus direct avec la balle. La tête du bois dallé est beaucoup plus large et ainsi moins affectée par l'herbe longue. N'oubliez pas, c'est sûrement avec ce bâton-là que vous aurez les meilleurs résultats et que vous serez capable de prévoir la bonne distance. On se retrouve souvent en position délicate ici aux alentours d'un verre. J'ai besoin ici d'un coup lobé en hauteur et c'est le même principe qu'une trappe de sable. Les pieds visent à gauche de la cible, la balle est vis-à-vis le pied gauche par rapport à ma ligne de pied. Mon wedge de sable est bien ouvert, la face du bâton vise à droite du drapeau. Position tellement ouverte que le bâton est presque à plat au sol. Les poignets doivent casser rapidement à la montée pour donner une trajectoire en forme de V afin que le bâton rebondisse sous la balle. N'oubliez pas, même si ça demeure un coup délicat, ça demande quand même un élan complet. Laissez le bâton travailler, la balle sera frappée très très haute et n'ira pas loin du tout. Plusieurs joueurs utilisent fréquemment le même bâton pour effectuer tous leurs coups d'approche roulés. C'est une grave erreur. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser le même élan, la même technique, mais changer de bâton pour faire face à
toutes les situations. J'aime utiliser la même technique que celle des coups roulés, en conservant un triangle parfait avec mes bras et mes épaules pendant toute la durée de l'élan. Pour ce coup, l'utilisation des poignets est quasi inexistante. Ma position de base est plus relevée et je me retrouve plus près de la balle. Pour réussir un bon coup d'approche roulée, il s'agit d'établir un point imaginaire au début du verre, tenter de viser ce point tout en oubliant la position du drapeau et laisser rouler la balle. Le choix du bâton est très important. Plus l'angle est ouvert, moins la balle roulera. Beaucoup de joueurs se limitent à un seul bâton pour tenter ce coup. N'hésitez pas à varier et à utiliser un bâton avec un angle plus fermé. Les résultats seront meilleurs. En expérimentant de cette façon, vous réussissez à déterminer quel bâton utiliser. Et n'oubliez pas, essayez toujours de faire tomber la balle sur le devant du verre et la laisser rouler jusqu'au trou. Très, très important. Une balle placée comme ça dans une pente descendante, c'est probablement le coup le plus difficile au golf. Dans une pente comme celle-là, il est facile de frapper la balle avec un mouvement trop prononcé de haut en bas, qui résulte souvent en un coup frappé trop bas avec une distance plus courte. Pour compenser, on peut être porté à s'appuyer sur l'autre jambe et essayer de frapper la balle en remontant, mais ce n'est pas la solution. De cette façon, le bâton touche souvent le sol avant l'impact, ou le bâton frappe le haut de la balle et le coup est complètement raté. Il faut simplement garder le corps perpendiculaire à la pente. Vérifiez particulièrement le niveau des épaules, effectuez un élan normal et placez la balle plus près du pied qui est plus haut et utilisez un bâton à angle plus ouvert. N'oubliez pas, choisissez le bon bâton, la bonne position de balle et effectuez un mouvement en parfait équilibre. Le coup en montant peut sembler facile à première vue. Comme dans une pente en descendant, je dois demeurer perpendiculaire à la pente. Je m'efforce de travailler toujours en équilibre, comme dans toutes les pentes. Il est important de ne pas s'appuyer vers le haut de la pente, mais de répartir son poids également sur les deux pieds. Sans quoi le mouvement ira à l'encontre de l'angle de la pente et la balle sera frappée trop basse, avec la possibilité de frapper le haut de la pente. Avec une bonne position, effectuez un élan normal avec un bâton plus fermé pour annuler l'effet de la pente et ainsi obtenir la bonne distance. Pour rejoindre une balle placée plus basse que les pieds, il faut éviter de pencher le haut du corps. Il faut fléchir les genoux plus qu'à l'habitude, tout en gardant le haut du corps dans une position normale, avec le dos bien droit. Il est passablement difficile d'arriver à garder l'équilibre pendant le mouvement. Alors pensez beaucoup à la flexion des genoux pendant votre élan, et n'oubliez pas que dans cette position, une trajectoire de slice ou de gauche à droite, si vous préférez, est à prévoir. Alors visez en conséquence. Encore une fois, quand la balle est placée dans une pente comme celle-là, plus haute que mes pieds, l'important c'est de garder l'équilibre. L'équilibre provient des jambes, alors commençons par le bas du corps. Mes jambes doivent être plus tendues que normalement. Le poids qui est naturellement porté à se retrouver sur mes talons doit être redistribué sur l'avant de mes pieds.
Je prends le bâton plus bas sur la prise pour ne pas frapper dans le sol à l'impact. Et c'est très important de comprendre qu'à cause de la pente, le plan de mon élan, ou la trajectoire si vous préférez, est plus couché qu'un élan normal. Cela donne un effet comme un coup brossé au tennis, et je dois ainsi viser à droite pour compenser. Effectuez plusieurs élans de pratique et assurez-vous encore d'effectuer votre mouvement en parfait équilibre. Voici le coup que je préfère. Vous savez, j'aime toujours mieux me retrouver dans une trappe de sable que dans l'herbe longue en bordure du verre. J'enfouis d'abord les 2 pieds dans le sable bien ouvert à gauche de la cible. Pour frapper bien haut, ma balle doit être vis-à-vis mon pied gauche. À partir de ma ligne de trajectoire, je forme un angle de 90 degrés pour trouver cette position. Pour que mes coups soient délicats, j'augmente l'angle de mon bâton, tellement ouvert que la face du bâton vise à la droite de ma cible. Dans une fosse, le travail de mes mains est différent que lors d'un coup régulier. J'utilise plus rapidement mes poignets. Mon élan arrière est légèrement plus court selon la distance du coup à jouer. Et dans ma descente, je retiens mes poignets pour garder la face du bâton ouverte, même après l'impact. Cette sensation au niveau du mouvement est très importante. Par la suite, mon élan se termine toujours très haut, sans quoi la balle ne sort presque jamais. Vous savez, le principe dans une fosse près du verre, c'est de faire passer la tête du bâton sous la balle, sans qu'il n'y ait de contact entre les deux, et que ce soit seulement le sable soulevé qui fasse sortir la balle délicatement et très haute. Pour que le bâton pénètre légèrement dans le sable et rebondisse rapidement, il doit revenir presque à plat sur le sol. Si le bâton revient droit à l'impact, il est porté à creuser et à s'arrêter dans le sable. Cependant, cette technique s'avère excellente lorsque votre balle est enfouie dans le sable ou lorsque le sable est détrempé ou dur. De façon à vérifier à quel endroit mon bâton pénètre dans le sable, je me suis habitué lors de mes pratiques à toujours faire une ligne sur le sable. Cette ligne est placée 1 à 2 pouces derrière la balle, selon si le sable est détrempé ou sec. Je me concentre donc sur cette ligne plutôt que directement sur la balle. Soyez agressif, complétez votre élan et à partir de maintenant, vous vous amuserez dans une fosse. Un long coup dans une trappe de sable demande un mouvement très précis. Malheureusement, c'est un coup qu'on n'a pas l'occasion de pratiquer souvent. Il faut le faire en fin de journée, lorsqu'on est sur le terrain et de façon à ne pas retarder le jeu, bien sûr. Dans une fosse d'allée, je tiens toujours le bâton plus court pour m'assurer de ne pas toucher le sable à l'impact. J'enfouis légèrement les pieds pour demeurer stable et j'utilise très peu le bas de mon corps pendant mon mouvement. Cela me donne une plus grande précision pour frapper uniquement la balle. Je conserve la même trajectoire d'élan que pied. Alors évitez d'essayer de frapper la balle en remontant, car le contact se fera sûrement dans le sable derrière la balle. Utilisez 1 ou 2 bâtons de plus,
car vous perdez beaucoup de distance en utilisant moins le bas de votre corps. On peut se retrouver souvent devant une bordure surélevée. Ne sous-estimez jamais l'obstacle devant vous. Le principe au golf étant de faire le moins d'erreurs possible, utilisez un bâton plus ouvert et assurez-vous de sortir la balle, même si cela implique de frapper à court du verre. J'aime beaucoup travailler la trajectoire de ma balle, ce qui veut dire frapper la balle de droite à gauche aussi facilement que de gauche à droite. Il faut tout d'abord savoir que pour frapper une balle droite, mon bâton doit travailler de l'intérieur vers l'intérieur. Imaginez-vous une porte qui ouvre et se referme. Pour faire tourner la balle de droite à gauche, je vise à droite et je tourne le bâton entre mes doigts pour fermer l'angle du bâton et ainsi donner la trajectoire voulue. De l'autre côté, j'ouvre l'angle de mon bâton, toujours en conservant un élan normal. Évitez de changer votre mouvement pour travailler la balle. Changez plutôt votre position de base avant de vous exécuter. Gardez les choses alors plus simples. Vous aurez ainsi du succès. Pour effectuer de bons coups roulés, vous avez 3 choses à retenir. Il faut avoir une bonne trajectoire, la bonne vitesse et un bon mouvement. Pour bien analyser un verre, j'aime bien premièrement marcher le long de la ligne de mon coup roulé pour voir toutes les imperfections sur la surface du verre. Je me place ensuite de côté pour bien voir toutes les pentes sur le verre et je retourne ensuite derrière ma balle pour finalement choisir la trajectoire à suivre. Retenez toutefois que la vitesse à laquelle vous allez frapper la balle déterminera votre trajectoire finale. Si la balle est frappée forte, elle sera moins affectée par la pente. Si la vitesse est plus lente, la balle courbera beaucoup plus. Vous devez donc, pour connaître du succès, respecter vitesse et trajectoire, puisqu'elles s'influencent mutuellement. Au niveau de l'alignement, je me place les 2 pieds sur une même ligne et je m'assure d'amener les 2 yeux au-dessus de la balle pour bien voir ma trajectoire. En laissant tomber une balle à partir de l'œil gauche, je vérifie la position de mes yeux en rapport avec la balle. Peu importe votre position, que vous soyez relevé ou penché, vos yeux doivent être au-dessus pour bien voir votre trajectoire sans avoir d'illusion d'optique. Au niveau du geste en tant que tel, j'aime bien avoir la sensation de travailler avec mon côté gauche. Toutefois, il ne faut pas oublier que le mouvement du coup roulé demeure un mouvement de balancier, où le triangle formé par les bras et les épaules se déplace de bas en haut. Il faut être capable d'éliminer tout mouvement au niveau des poignets si on veut être efficace. En plaçant les mains sur les épaules de cette façon, vous serez capable de déterminer si votre balancier se fait bien de bas en haut et non de côté. N'oubliez pas, uniquement le triangle doit se déplacer pendant votre mouvement. On retrouve le plus souvent les 3 mouvements suivants. Vous avez celui qui recule le bâton très loin, derrière, et qui ralentit à l'impact.
celui qui recule pas loin du tout derrière et qui accélère. Et dernièrement, celui qui va aussi loin derrière que devant. Personnellement, c'est le dernier que je préfère. Maintenant que vous connaissez la technique, il ne vous reste plus qu'à pratiquer. Bien pratiquer. Placez des bâtons au sol lors de votre entraînement. Seulement une pratique parfaite améliorera votre jeu. Utilisez un bâton facile à aligner. Pourquoi ne pas mettre tous les avantages de votre côté? Quand vient le temps de choisir mes outils de travail, je recherche toujours des bâtons avec des caractéristiques bien particulières. Il est parfois difficile de se retrouver pour faire l'achat d'un équipement. Je possède moi-même plusieurs types de bâtons différents dans mon sac. Mes fers sont de style correcteur, ce qui veut dire avec le poids réparti tout le tour de la face du bâton pour minimiser les contacts décentrés. Ce type de bâton est vraiment plus facile à frapper. Au cours des dernières années, on a vu apparaître des bois avec des têtes surdimensionnées. Ces bâtons, avec chacun leur particularité, donnent une surface de frappe plus grande pour faciliter les contacts. Saviez-vous que le choix de votre tige est tout aussi important, sinon plus que le choix de votre tête de bâton? Il existe plusieurs matériaux de fabrication pour les tiges. C'est toutefois la flexibilité qui est la caractéristique la plus importante. Trop de gens utilisent des tiges rigides. En utilisant des tiges plus flexibles, vous améliorez votre distance sans pour autant perdre de la précision, contrairement à la croyance populaire. J'utilise moi-même des tiges flexibles. Alors, utilisez des tiges plus flexibles et laissez le bâton travailler par lui-même. Résumons maintenant les principaux secrets de Stéphane Talbot qui lui permettent de jouer gagnant. D'abord la prise. Stéphane place ses mains bien parallèles naturellement pour ainsi avoir les poignets bien droits. Il aligne parfaitement la face du bâton. Ceci lui évite à l'impact d'ouvrir ou de refermer la tête du bâton. Remarquez sa posture, une posture à la Lee Jensen. Légère flexion dans les genoux, très bon angle au niveau du dos. Cela lui permet d'effectuer une bonne rotation dans cet axe. Stéphane ne néglige jamais la position de sa balle pour obtenir de la régularité, surtout avec son bois 1. Une bonne position assure de frapper d'excellents coups de départ. Sans aucun déplacement latéral, il réussit à amener le haut de son corps derrière la balle pour transférer son poids totalement sur sa jambe droite. Dans sa position finale, il se retrouve en parfait équilibre sur sa jambe gauche pour générer le maximum de puissance. L'angle de son poignet. Stéphane amorce sa descente en pensant uniquement à l'angle de son poignet gauche. Remarquez, il essaie de garder cette position le plus longtemps possible pour ensuite, très tard dans la descente, relâcher les poignets et ainsi frapper très loin. Plutôt que de penser à ne pas lever la tête avant l'impact, Stéphane aime sentir l'extension de son bras droit vers la cible avant de se retourner et de terminer très loin. Son fameux bois 1. Bien, Stéphane place la balle bien haute sur le tee. Balle vis-à-vis l'intérieur du pied et vis-à-vis l'épaule gauche. Il garde sa tête derrière la balle
et n'oublie pas de frapper en remontant. Maintenant pour ses coups en lobe. Il ouvre tellement l'angle de son bâton qu'il est presque à plat au sol. Il y va par la suite d'un élan complet. Il est bien important de terminer l'élan. La balle sera ainsi frappée en hauteur. Stéphane Talbot représente le club de golf Le Portage, situé à l'Assomption. Pour réservation, le 589-5686. Cette vidéocassette a été tournée au club de Royal Oak, en Floride, site d'entraînement hivernal de Stéphane Talbot.